cette soirée BD, la BD en évolution. On a choisi ce titre pour parler de bande dessinée arabe. Ce soir, nous allons parler de bande dessinée adulte surtout, de bande dessinée d'auteur, celle des jeunes créateurs, moins jeunes peut-être, mais en tout cas celle de la nouvelle bande dessinée arabe dont on commence à voir les productions arriver en France ces dernières années. Mais cette BD aussi, elle est intéressante pour d'autres raisons, parce qu'elle parle de sujets de plus en plus sociaux, politiques, des préoccupations, des thématiques de plus en plus ancrées dans ce qu'on appelle les post-révolutions arabes, ces thématiques dont on parlera ensemble tout à l'heure. Donc avec nous ce soir est aussi une bande dessinée emblématique de cette production, et une révolte tunisienne avec ces deux auteurs qui sont présents. Donc je vais présenter nos invités, Simona Gabrieli, qui est linguiste, islamologue, passionnée des interactions imaginaires méditerranéens. Elle est basée à Marseille. Vous êtes la fondatrice de Alif Bata, une maison d'édition consacrée à la traduction de bande dessinée arabe ou à faire connaître la bande dessinée arabe en France depuis 2015, si je ne me trompe pas. Et vous avez à ce titre aussi publié un roman graphique traduit de l'arabe en français et dont vous avez dirigé aussi l'adaptation. Qui est un roman de Mohamed Choukri, Le Pas Nul, fameux, et donc dont les dessins sont de Abdelaziz Mourid. Vous en parlerez aussi. Je voulais ajouter quelque chose, peut-être non, sur la présentation, ça marche. C'est parfait. Iman et Seif Eddine, qui sont les auteurs de la bande dessinée que vous allez pouvoir peut-être vous faire dédicacer tout à l'heure, et bien sont scénaristes et dessinateurs, et ils sont basés à Tunis, travaillent ensemble, ils ont fondé ensemble le Lab 619, un collectif d'auteurs, qui a énormément travaillé pour faire connaître la bande dessinée tunisienne. Et ils sont tous les deux, ils ont lancé ensemble un blog de bande dessinée qui s'appelle Soubia, si je ne me trompe pas, soubia.com. Et vous avez créé ensemble une première nouvelle graphique qui s'appelle Tawahosh, qui est Best Comic, Cairo Comics en 2016, et Bombix Molly, qui a reçu le prix Best Graphic Novel de Mahmoud Kahil en 2018. Et vous avez signé ensemble cette magnifique bande dessinée dont nous parlerons également tout à l'heure. Donc, tout d'abord, juste pour commencer, je m'adresse à toi, Simona. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à créer Alif Bata? Est-ce que tu peux nous parler de Alif Bata un tout petit peu? Et puis nous dire si c'est... le moteur de départ était de faire connaître cette bande dessinée, cette production riche du monde arabe en France, ou pour combler les lacunes de ce qui existe dans le paysage éditorial en français. Alors merci Racha, avant tout merci pour cette invitation, mais merci d'être ici, à toutes et tous. Alors, Alif Bata, comme le dit son nom, sont les 3 premières lettres de l'alphabet arabe. Et c'est une association à la base que nous avons créée en 2012. Et donc l'objet était vraiment celui pour synthétiser, de mieux faire connaître le monde arabe ici en France, parce qu'on le connaît très mal, très peu. Il y a beaucoup des représentations stéréotypées. Et ce champ s'inscrit dans mon parcours d'études, donc du coup je m'étais dédiée à ça, à la place pour travailler à la langue arabe en France, et j'ai toujours travaillé justement pour mieux faire connaître la langue arabe, avec, pas la langue arabe, cette région du monde aussi, avec vraiment une passion aussi pour la langue et l'envie de garder la traduction. Donc du coup, Alif Bata, comme projet éditorial spécifique, vraiment lié à la bande dessinée, né de plusieurs constats et envies.
et c'est celle de pouvoir rendre accessible en France et au lectorat français des histoires racontées par des auteurs qui vivent au Maghreb, au Machrek, et qui connaissent les enjeux de leur société, qui ont des histoires à raconter, et donc du coup accéder à leurs histoires, leurs récits, leur point de vue, à travers la traduction aussi, en enrichissant le flux de traduction de la langue arabe, qui a une langue qu'on traduit encore peu en France par rapport à d'autres langues, qui n'a pas vraiment de place. Je pense que c'est un enjeu très politique. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment le moteur du projet Alif Bata. La bande dessinée nous intéressait aussi parce que moi, je considérais que c'était un genre littéraire qui aurait pu s'ouvrir à un public plus large, qui n'est pas forcément un public de niche, qui déjà était intéressé par ce champ, cette région du monde. Donc l'idée qu'on puisse vraiment s'ouvrir un public aussi captivé par le côté graphique et tout ça. Et du coup, j'ai commencé à faire de la recherche, à chercher, à voir, surtout ici en France, donc sur Internet, et à voir ce qui existait dans le monde arabe. Et tout ce que je trouvais, surtout c'était 2015, il n'y avait pas d'éditeurs qui s'étaient intéressés à ça en France, il n'y avait pas d'éditeurs qui avaient publié des auteurs de Machrek, Maghreb. Il y avait Zeynab Rachid, qui est une autrice libanaise, qui avait d'ailleurs quitté le Liban et qui avait été publiée ici en France par Cambourakis. Elle avait quitté le Liban justement parce qu'il n'y avait pas d'éditeur au Liban qui publiait de la bande dessinée. Il y avait Barakrima d'ailleurs aussi, qui avait quitté aussi le Liban pour apprendre la bande dessinée, parce qu'à son époque il n'y avait pas d'enseignement de bande dessinée. Il y avait Mazen Kerbaj, qui avait été publié par l'association Beyrouth, juillet-août 2006. Et il n'y avait pas d'auteurs de la nouvelle génération. Je ne parle pas des auteurs algériens qui avaient quitté l'Algérie, qui s'étaient installés déjà ici en France, qu'on connaissait plus. Mais la nouvelle génération, on ne connaissait pas. Donc du coup, j'ai fait tout un travail de recherche, et j'avoue que c'était extrêmement difficile, parce que la chose, c'est que donc, je me suis vite rendu compte que la bande dessinée existait sous forme de collectif. Samandal au Liban était vraiment le précurseur, né en 2007. Mais puis après, trouver les bandes dessinées était extrêmement difficile. L'édition, pour trouver des originaux, c'est compliqué. D'ailleurs, ta présentation m'a fait penser à une chose. Oui, tu as parlé tout de suite on pourrait tout de suite définir qu'est-ce qu'on entend par bande dessinée arabe, parce que le champ est très très large. On a des situations géographiques, et puis la situation de la BD est différente entre le Moyen-Orient, enfin le Liban, l'Égypte est à part, et le Maghreb, où il y a quand même cette proximité linguistique, et puis une connexion avec ce qui se fait. Enfin, le Maghreb, on connaît la tradition de la bande dessinée franco-belge, on a des influences, etc. Et on la voit arriver, enfin beaucoup d'auteurs publient déjà, enfin pour l'Algérie par exemple, publient déjà en français, et, voilà. Est-ce que ta démarche essaie de faire dire que la bande dessinée adulte est celle qui est de langue arabe, ou ce qui vient des pays arabes? Comment on peut... tes choix, en tout cas à toi, c'est de traduire d'abord cette bande dessinée de l'arabe? Alors l'idée, disons que l'idée était celle de traduire, mais donc du coup il y a un certain nombre du catalogue, et donc finalement maintenant qu'on est en 11e livre, la plupart des titres sont traduits, du coup traduits de l'arabe, et l'envie de traduire de l'arabe. Mais je me suis vite trouvée face à la réalité, je me suis vite aperçue qu'effectivement les auteurs dans toute cette région sont tous polyglottes. Et du coup, au Moyen-Orient, surtout au Liban, les auteurs emploient aussi bien l'arabe que le français ou l'anglais. Souvent, ils emploient des langues différentes par rapport au projet. Ils peuvent vraiment passer d'une langue à l'autre, et souvent c'est vraiment très intime aussi le choix de la langue par rapport au projet de création sur lesquels ils travaillent. Au Maghreb, il y a beaucoup d'auteurs qui sont aussi francophones, ou même aussi qui peuvent être aussi bien francophones, ou choisir une langue différente par chaque projet. Donc du coup, mais comme la région, justement, la bande dessinée est aussi très plurielle. Et après, je passe la parole à eux, sûrement aussi plus pertinents que moi pour parler de ça. Mais par exemple, quand j'ai lancé le projet en 2015, c'était une année d'ailleurs assez
intéressant. Il y a eu vraiment, j'ai publié le premier livre en 2015 et 2015, c'était aussi le moment où au Caire, il y a eu Cairo Comics. Donc c'était le premier festival de BD dans lequel, à ampleur régionale, et dans lequel les auteurs de tous les pays ont pu se rencontrer. Et il y a eu des grands débats, et je pense que c'était un moment important, bon, ils vous en parleront. Mais une des questions qui est ressortie fortement, c'était justement, est-il légitime de parler de bande dessinée arabe du moment que l'arabe n'est pas la seule langue employée, et aussi parce que la bande dessinée est vraiment le territoire du dialectal. Et on en parlera, mais justement, c'est vraiment la littérature où le dialectal s'impose de plus en plus, et les dialectes en Moyen-Oriental ne comprennent pas le dialecte marocain, je sais pas. Alors, je vais m'adresser aux auteurs, et c'est ta question, enfin la précédente question m'amène aussi à une autre question sur la création elle-même. Il y a peut-être un point commun entre ces différents pays arabes, c'est peut-être la difficulté de sortir un album aujourd'hui, la difficulté de la création, et quelle est la situation par exemple en Tunisie, comment travaillent les auteurs, et est-ce que c'est d'abord en publiant dans des revues, en ligne, comment vous travaillez? Je ne sais pas si l'un de vous souhaite. Bon, déjà, bonjour et merci pour l'invitation. Bon, pour la BD, pour faire court, en fait, il y avait avant de la BD, mais c'était plus une BD orientée vers l'enfant. Sinon, les auteurs de BD qui nous précédaient, bien sûr, travaillaient avec des formats très courts de BD sociales ou pour adultes, dans des journaux satiriques, des trucs comme ça, donc c'était plus ça. Nous, durant les années 90, il n'y avait presque plus de production parce que les gens n'avaient plus rien à raconter vu qu'il n'y avait pas de liberté d'expression. Donc il y a eu un gap énorme et les gens ont laissé beaucoup ont laissé tomber cet art. Et nous, comme on aime travailler sur ça, on a commencé en autodidacte tous presque, parce que c'est toujours le même problème comme pour Badr Klima, il n'y a pas d'école spécialisée en BD en Tunisie. Donc soit c'est des gens qui ont fait les beaux-arts, ils se sont mis à ça, ou soit des gens qui sont comme moi atypiques, qui ont fait psycho, qui se sont trouvés à faire de la BD, mais bon, c'est ce que je voulais faire. Et donc on a commencé sur Internet, heureusement qu'il y a eu ce format, ce médium-là, pour faire de la BD. Et on a commencé à gravir comme ça les échelons petit à petit dans le sens du format, c'est-à-dire on commençait avec 2 pages, 5 pages, etc. On s'entraînait comme ça en avançant. Et donc après, comme c'est un art qui a été tué, donc quelque part assassiné par la politique, donc il n'y avait plus d'engouement, les gens ne connaissaient plus le format parce qu'il n'était pas présent, donc les gens ne connaissaient pas le format, ils l'ont un peu délaissé, donc on a dû faire moult expériences, genre par exemple de trucs à compte d'auteur, comme lancer justement le Lab 619. Bien avant, il y avait une expérience collective qui s'appelait Comic, où il y a eu 14 auteurs qui n'étaient pas vraiment tous auteurs de BD. On avait qui faisaient de la caricature, mais on a choisi ce format-là, on a essayé tous de faire de la BD, on a qui n'ont pas réussi, donc c'était justement en 2011 pour parler des élections. Et après, on a lancé le Lab 619, qui était la première expérience en 2013 de collectif de bande dessinée, parce que c'est difficile de sortir son propre album, n'ayant pas assez de planches à présenter, et ça facilitait un peu la tâche pour tout le monde. Et puis, c'était genre chacun mettait ses sous pour non seulement on dessine, mais en plus auto-subventionné. Voilà. Donc, pour imprimer tout ça, et après on vendait un prix, on a essayé d'abord de mettre un prix presque dérisoire, hein. C'est moins cher qu'un sandwich en Tunisie, et c'était pas ça, c'est-à-dire en tâtonnant, c'était vraiment pas ça le problème qui faisait que ça ne marchait pas tout simplement parce qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de visibilité, les gens n'étaient pas habitués, enfin ils ont perdu du moins l'habitude. Et après on a lancé Soub et on s'est dit on va lancer Soub sur internet, on va mettre ça carrément gratos. Et Soubia c'était avant le Lab 619 ou... Non, c'était juste après. Juste après. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez... Qui sont les gens qui sont dans ce Lab? Comment ça s'est constitué en fait? Est-ce que par exemple c'est comme ce qu'ont fait les gens en France, on connaît l'expérience de l'association,
parce que c'est le collectif d'auteurs qui est devenu une grande. Est-ce que c'est un peu ça, juste pour qu'on s'imagine? Oui, du lab et le Soubia, c'est juste vous deux? Le Soubia, c'est un tandem, c'est moi et Seif. Donc on a choisi de le faire parce qu'on n'avait plus la même vision que les autres membres du collectif du lab. Nous, on concevait le lab comme un périodique. Il faudrait le sortir mensuellement, ou bimensuel, c'était bimestriel. Ouais. Donc, nous, c'est plutôt la rigueur qui manquait au lab. Et on a voulu faire les choses telles qu'on les voyait. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé Soubia. Et ça a marché. On a fait les premiers tests avec des graphic novels de 15-20 pages. Et ça nous a permis de sortir cet opus, donc qui est de 240 pages à peu près. Et c'est beaucoup de travail. Voilà. Combien de temps pour la période de recherche, etc., si on prend de bout en bout le concept, la recherche historique, les photos, etc., et tout ça nous a pris 4 ans peut-être, mais pour le travail. 2 ans. 4 ans. Du concept. Ah, du concept. On réfléchir à la chose, c'est-à-dire, c'est pas un truc très. Mais après, pour la rigueur, en fait. 4 ans, c'est Spielberg. Je sais. Après, pour la rigueur, en fait, entre rêver le projet et le pendre, c'est ça. Mais en fait, pour la partie réellement de travail réel, c'est la recherche, etc., ça nous a pris 2 ans. Et voilà, c'était ça. Parce qu'à un certain moment, on ne croyait plus au papier. Donc il a fallu faire cette expérience du bloc pour se rendre compte que le papier pour la BD avait sa place. Et pour ce genre littéraire, le papier comptait beaucoup. Donc c'est pour ça que ça a mûri dans nos têtes. Voilà. Mais vous l'avez d'abord publié partiellement sur Internet avant qu'elle soit réunie en album, non? Non. Pas du tout, Non, voilà, ça non. n'a pas testé du tout. Voilà. Pas sinon, on n'aurait pas signé avec voilà, c'était pas inédit sinon. D'accord. En fait, donc, on va parler justement de cette bande dessinée. Cette bande dessinée, elle parle des émeutes, ce qu'on appelle les émeutes de Pin, fin 1983 et début 1984. Si je résume, et vous me reprenez si je fais des erreurs, c'est suite au décret qui a suivi le Fonds monétaire international, les directives d'augmenter le prix des céréales. Il y a des émeutes qui ont lieu en Tunisie et qui grandissent, qui deviennent des émeutes où il y a des affrontements avec la police, etc., et qui finissent par où les gens obtiennent gain de cause à la fin. Donc là, je donne juste le schéma à la trame, mais vous, à partir de ça, vous allez imaginer un personnage, celui de Speyer, le petit fantôme, celui qu'on donne au Gaspard. Et d'abord, pourquoi est-ce que se saisir de cet événement passé à ce moment-là de votre période de création, et c'est un moyen de parler aussi de ce qui se passe en Tunisie au présent, que d'utiliser des choses du passé, et puis et comment vous en êtes venu à utiliser ces événements spécifiques, en tout cas de l'histoire de la Tunisie. Nous, on est des passionnés d'histoire, mais l'histoire telle qu'elle est écrite nous paraît plutôt boring, on va dire ça en anglais. Alors, on a cherché à écrire ou à décrire l'histoire à travers la petite histoire. Et cette petite histoire, c'est une légende urbaine réelle, donc de Speyer, qui est une radio pirate qui se met la zizanie dans les forces de l'ordre durant les émeutes du pain, nous paraissait intrigante, surtout que le personnage reste méconnu jusqu'à aujourd'hui. Donc le point de départ, c'était qui se cachait derrière ce personnage-là. Donc on a voulu créer tout un monde pour ce personnage
méconnu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était l'étincelle, on va dire. Donc la fiction se greffe en fait des événements, mais dans l'édition il y a une reproduction aussi d'un article où on en parle justement de ce personnage qui a existé réellement, et de là vient cette connexion de Kivoki entre le grand-père et le petit garçon Salem, et bon, il y a assez plein aussi. On vous parlait de sujets durs, il y a des planches quand même où on voit les forces de l'ordre, etc., avec des dessins magnifiques. Et en même temps, il y a de la satire, il y a de l'humour. Est-ce que c'est aussi un autre moyen de contourner ce dont on ne parle pas facilement, que d'utiliser l'humour? Je ne sais pas. Bon, j'allais faire le truc de Gaddafi. C'est quoi la question? Non, oui, bon, l'humour, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres moyens qu'on aurait pu utiliser. On aurait pu être très glauque et tout court. Mais on trouvait que, en fait, beaucoup de choses ne pouvaient pas passer, selon nous, d'une façon comme ça, très directe, etc. Et que, au fait, même dans des situations extrêmes, même dans une situation de torture, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de gens qui parlent de leur propre torture, et ils parlent de moments comme ça qui sont à la limite humoristiques, burlesques, voilà, humoristique. Donc, bon, après, avec le recul, certainement, je pense que à ce moment-là, c'était plus dur pour eux. Donc, on a choisi quand même d'édulcorer un peu l'histoire, et puis aussi par moment de booster aussi le moment, c'est-à-dire de donner une dimension, voilà, justement, un humour presque noir, quoi, de la situation. Donc c'était ça le choix pour ce qui est. Ça a été dicté aussi par le personnage de Speyer. Donc c'était un personnage qui avait beaucoup d'humour, donc il était espiègle. Donc quelque part il nous a contraints à faire de l'humour. Donc en plus il y a ce contraste qui fait sortir donc le côté glauque des situations. Donc ce contraste humoristique faisait sortir ces scènes dures de torture ou de violence. Oui, et justement, puisqu'on parle de sujets difficiles parfois à aborder en BD, en tout cas, parfois il y a de la surveillance, de la censure, et je me demandais justement dans quelle mesure, en se saisissant d'un événement passé, et de trouver cette fiction, etc. On ne peut pas parler de sujets justement d'actualité, pour contourner, pour parler de sujets de fond. Quelle est la situation? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a eu une liberté de ton qui a été gagnée après 2011? Est-ce qu'il y a eu un changement dans la création de la BD? Est-ce que vous avez senti cela? Puis peut-être on pourra parler de la situation ensuite dans d'autres pays. Bon, pour la liberté de l'expression, il y a eu, c'est vrai, on a gagné au moins ça, c'est génial. Mais après aussi, il y a un truc très important, ça pratiquement tous les auteurs arabes vous diront la même chose. En fait, la BD, les lumières ne sont pas braquées dessus. Donc on peut se permettre beaucoup de choses dans la BD jusqu'à ce que quelqu'un va se rendre compte que c'est dangereux comme médium, mais jusque-là, les gens, ça va, alhamdoulilah, comme on dit. Les gens ne sont pas vraiment du tout pour eux, cet art, c'est un truc pour les enfants, c'est mineur, donc ils ne s'intéressent pas. J'imagine qu'un jour, si on nous choperait à la douane avec des livres, ou un policier regarderait ça et il se rendra compte qu'au fait, on se moquait de. Donc c'est aussi ça, il y a aussi de ça, et ça je l'ai entendu de beaucoup d'autres auteurs, que ce soit les Libanais, et d'ailleurs pour les Libanais, pour Samad par exemple, le jour où quelqu'un s'est rendu compte qu'il y avait un truc sur lesquels le christianisme, etc., ils ont porté une plainte contre eux, ils avaient à payer genre 20 000 livres, un truc comme ça, un truc énorme, quoi. Et donc non, aussi, c'est une zone qui est méconnue. Et puis, oui, c'est vrai aussi quand même qu'il y a eu une certaine liberté d'expression, ça c'est indéniable. Peut-être on peut aussi aborder d'autres collectifs. Tu nous disais, Simona, que
il y a les festivals, il y a Cairo Comics qui a changé la donne pour les auteurs. Il y a eu quand même tout. Il y a Angoulême il y a quelques années aussi en France qui a donné un peu de visibilité à cette bande dessinée de post-2010, on va dire. Mais cette nouvelle bande dessinée, c'est à partir de 2007 en fait qu'elle est née avec justement le travail de Samandal, etc. Il y a d'autres collectifs, hein, Tok Tok, Skef au Maroc. Oui, après probablement eux ça va en parler même mieux que moi, mais je sais que pour m'être confrontée avec les auteurs, je pense que c'est vraiment des expériences un peu post-révolutionnaires, post-printemps, comme on les appelle, sauf justement le Liban où il y a quand même probablement une plus forte liberté d'expression, je ne sais pas, parce que c'est là en fait que Samandal a eu en procès, mais pas parce qu'il n'y a pas une censure préalable avant la publication, mais c'est à tout citoyen qui se sent après offensé dans ses sensibilités intimes de pouvoir porter plainte, mais il n'y a pas une commission de censure auquel les revues sont soumises. Donc c'était profondément arbitraire aussi le fait que ce personnage, ce monsieur tombe sur la BD, sur ce numéro de Samandal de 2009. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment s'est senti offensé. Donc du coup, après, dans tous les pays, oui, c'est. Je pense qu'il y a eu cette. Après, j'ai du mal à parler en votre nom, mais je pense qu'il y a eu vraiment cette sensation de pouvoir s'emparer de l'impression et de raconter des histoires. Après, je ne sais pas, par exemple, pour avoir aussi échangé avec Chenaoui, qui est le fondateur de Tok Tok, je sais aussi que lui, une chose que je l'ai entendu souvent répéter aussi lors de rencontres, ou même à Angoulême, quand il y a eu justement l'expo consacrée aux auteurs, il disait, moi je ne veux absolument pas être porté comme porte-parole d'une génération, porte-parole aussi d'une libération de la parole. Il n'y a pas non plus une visée politique. Moi je pense que la chose intéressante, c'est que dans tous ces récits courts qui se publient dans les collectifs, dans les revues, il y a vraiment une réappropriation des sujets très intimes, une grande liberté dans le choix des sujets. Et je pense que ça, c'est très important. Il n'y a plus justement l'histoire avec le H majuscule, la glorification de quelques mythes nationaux que ce soit, de la grande et glorieuse histoire de l'islam. Il n'y a plus rien de cette vitrine, de cet apparat gouvernemental et souvent des différents régimes au gouvernement, je ne sais pas comment les appeler, mais justement il y a une grande liberté en fait de s'approprier des thématiques qu'on souhaite. Après, il y a aussi une chose, ça c'était Lena Merhej qui le disait, c'est que n'ayant pas vraiment une histoire de la bande dessinée, un héritage national dans lequel s'inscrire fort, il y a aussi une immense liberté d'appropriation de ce média. Que ça soit formel, que ça soit vraiment aussi esthétique, au niveau graphique, il y a juste vraiment des histoires qu'on a envie de raconter et on peut le faire libre de toute pression de ressembler ou s'inscrire dans quelque chose. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, pour la liberté d'expression en Tunisie, avant 2011, c'était simple. Il y avait une instance de censure gouvernementale par laquelle on devait passer, quelle que soit la production artistique ou alors littéraire, etc., on doit passer par cette instance-là. Déposer chaque chose. Oui, on doit déposer avant même d'imprimer ou de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire ça ne sortait pas. Donc on se retrouve, si la chose elle est contre le gouvernement, on risque de la pas. C'est pas qu'on risque, on ne la sort pas. Et en plus, on se retrouve case prison. Donc, il n'y avait pas de genre, on ne pouvait pas genre sortir le livre et être emprisonné par la suite. Non, on peut ne pas le sortir. Et donc, il n'y avait vraiment pas de marge de manœuvre. Donc, après, quand il y a eu 2011, cette instance-là, elle a été, et d'autres instances, elle a été abolie. Et là, on est redevenu des gens qui peuvent, c'est-à-dire éditer, sortir le livre sans aucune censure, sans aucun organisme qui regarde ça ou qui émet. Donc c'est vraiment ça de gagner, quoi.
justement sur cette liberté, on parle de plus en plus de romans graphiques à la place de parler de BD, de liberté aussi, on prend des sujets de plus en plus. Est-ce que ces romans graphiques, justement, ce nouveau support qui existe dans plein de pays, et n'est pas justement une libération pour des sujets personnels, intimes, de ne pas être prisonnier de la bulle, de la case, comme on dit. On voit vos planches, où il y a des planches pleine page, etc. Et de se saisir aussi de sujets intimes. Et les sujets intimes sont souvent aussi des sujets sociaux, politiques, bien que personnels. Je ne sais pas. Est-ce que je suis pas... Le roman graphique, est-ce que c'est de plus être prisonnier d'une case en BD classique, etc. Si ça ne facilite pas justement l'expression de sujets plus intimes, plus personnels? Oui, certainement. Donc, même si nous, peut-être notre deuxième livre, on fera un album de bande dessinée, peut-être un album de science-fiction, on n'a pas de limite par rapport à ça. Le roman graphique, c'est notre zone de confort. On donne beaucoup d'importance à l'écriture dans nos BD. C'est pour ça qu'on a choisi le format roman graphique. Après, je crois qu'on a toujours expérimenté des choses et on compte expérimenter d'autres formats, notamment le format album, donc bande dessinée. C'est un truc qu'on n'a pas fait et peut-être qu'on compte le faire, si tu veux. Voilà. Mais je sais pas, tu voulais peut-être... Non, juste pour déjà différencier le roman graphique de la bande dessinée. La bande dessinée peut être des séries, le format c'est des 64 pages, 54 pages, un truc comme ça. Le roman graphique, c'est obligé que ce soit volumineux parce qu'en fait c'est un one shot. Ça se fait c'est-à-dire l'histoire se termine avec la dernière page, il n'y a pas d'autres, c'est pas une série. Donc, mais nous, le choix au fait du graphic novel, parce qu'en fait l'histoire devait commencer et se terminer, c'est pas un truc qu'on pouvait faire en chapitre ou un truc qu'on pouvait faire en série, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là, mais c'est vrai qu'on est tenté par l'expérience de la bande dessinée classique, c'est-à-dire, enfin classique, la bande dessinée. On va dire qu'il n'y a pas de classique et de pas classique, parce qu'il y a eu un méga débat en fait, autour de cette histoire de les gens qui font des romans graphiques qui snobent, les gens qui font de la BD, etc. Tout ça. Nous, on ne s'inscrit pas du tout dans ce débat-là. C'est vraiment une histoire qu'on voulait raconter, c'est important pour nous, parce qu'en fait, moi j'ai vécu cette histoire qui a découlé le format en fait. Oui, voilà, c'est ça en fait. Justement, on ne pouvait pas faire autrement. Mais sinon, c'est vrai qu'on... Laissez-moi, honnêtement, le format série, BD, c'est un format moins contraignant. Donc sur le plan production, on pourrait faire beaucoup plus de travail. Donc là, c'est un travail titanesque. Donc les romans graphiques, ça nécessite beaucoup de recherche. Ça nécessite surtout si on fait une toile de fond historique à l'histoire. Donc ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça qu'on se libérait un peu de ces contraintes-là et peut-être faire un genre nouveau pour nous et expérimenter autre chose. Voilà. Peut-être une dernière question ou deux dernières questions sur cette bande dessinée spécifiquement. Donc d'abord sur le background historique. Donc vous avez parlé des recherches nombreuses que vous avez effectuées pour faire ça. Elle est bien documentée, il y a toute une chronologie à la fin, les batailles. Il n'y a pas que les émeutes de pain, il y a beaucoup de flashbacks à un moment. On revient à la Deuxième Guerre mondiale, on revient aussi au mouvement étudiant des années 70. Est-ce que c'était nécessaire de faire enfin, c'est une BD historique en fait, quelque part, avec un fil qui sont ces deux personnages. Comment vous avez construit ce récit comme ça et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce fil? Par rapport au flashback à la Deuxième Guerre mondiale, donc
le personnage du grand-père, il est fortement inspiré de mon propre grand-père, mon grand-père moi, qui a servi dans l'armée d'Afrique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et personnellement, je suis passionné par cette époque-là, donc l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ces flashbacks-là, et ça nous a aidé à rendre l'histoire un peu plus profonde et un peu plus compliquée. Donc, voilà, ça a rajouté des layers, en fait, à l'histoire, et ça a dupliqué les niveaux de lecture. Donc c'est pour ça, voilà. Vous vouliez dire quelque chose sur comment on dessine ces flashbacks? C'est quand même compliqué. Je sais pas. C'est pas compliqué, mais juste pour ajouter un truc, en fait, ça donne aussi la profondeur au personnage, c'est-à-dire ça installe les personnages. Pourquoi? Parce qu'au fait, on fait des choix par rapport à notre histoire aussi. Donc, si le grand-père a choisi de s'enrôler dans le jeu du type, c'est parce qu'au fait, il a gardé cet esprit-là aussi. Il y a le père qui a une histoire. Donc, les flashbacks, ils sont pas projetés comme ça. Et puis aussi, ça donne au fait le choix actuel du père. Parce qu'il y a aussi le père, le grand-père et l'enfant. Donc, et comme son grand-père, il influence fortement, en fait, ce qui est génial aussi, c'est la rencontre entre son grand-père et moi-même, enfant, parce que moi, j'ai vécu les émeutes du pain, un peu plus âgé que Selem, et j'ai écouté à la radio Shbaya. Oui, c'était mon activité préférée, parce qu'on c'était couvre-feu à 6 heures, donc on restait à la maison. Et donc, j'étais toujours, moi, même avant la révolte du pain, j'étais toujours sur le canal, parce que c'était un canal de la publicité, on pouvait le mettre sur la radio, je les écoutais tous les jours, donc c'était mon dada étant enfant. Et j'ai suivi justement un peu, j'attendais toujours à écouter Shbaya, et après un certain temps, j'ai découvert que les gens ont occulté de leur mémoire cette histoire de légende urbaine, et c'est là que j'ai parlé à Ayman de cette histoire. Mais c'est vraiment un truc que j'ai vécu, même l'histoire des hélicoptères, je t'avais raconté. Même l'histoire des hélicoptères, par exemple, maintenant je suis en train de parler, si jamais il y a le bruit d'un hélicoptère, vous allez voir que je vais arrêter tout et je dois le voir. C'est-à-dire ça vient de cette émeute du pain, parce que je m'étais sur le toit de ma grand-mère dans la Médina pour voir les hélicoptères passer, mais vraiment à rage. Je voyais même le type qui tenait les mitraillettes. Donc j'étais vraiment marqué moi par ces émeutes du pain, et je vivais au centre-ville, donc là où il y avait, c'était horrible dans un sens, mais pour un enfant c'était quasiment du jeu quelque part, mais le déploiement par exemple des tanks avec des chenilles sur l'asphalte, ça c'est énorme. Donc c'était vraiment un truc qui m'avait marqué, donc mais ça a vraiment existé, c'est pour ça. Et maintenant quand je parle même à des gens qui sont plus vieux que moi, je leur dis, tu te rappelles, comment tu te rappelles de ça? C'est impossible, c'est vrai, oui, ça a existé, tout ça. Et donc l'histoire c'est vraiment un truc, c'est la rencontre de son grand-père et moi-même enfant, quelque part aussi. C'est réussi, très beau. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, peut-être une question sur la langue de ce BD, parce que c'est en arabe dialectal tunisien. En arabe. Peut-être la traductrice Marianne Babut qui est là pour nous dire un mot. Et ensuite, il y a de l'italien. Et la présence de l'italien est importante. Oui, ça c'est toi. C'est vous deux. Il y a des... Oui, voilà. Et donc, c'est aussi ça, c'est quand le personnage parle, il parle la langue qu'il vive et qu'il pratique. Et puis, peut-être nous dire un mot pourquoi il y a des Italiens aussi dans cette BD, pour les événements historiques. Et puis, la présence des Italiens en Tunisie aussi. Oui. Moi, j'ai vécu, je suis chanceux parce que je suis dans la dernière génération qui a vécu en fait, avec les Italiens. Nous, notre voisine, c'était une Italienne, et quand je revenais de l'école, et qu'il n'y avait pas ma mère et mon père, je me mettais chez eux, ça c'est la première raison, donc je parlais italien, pratiquement. Et puis, la RAI, qui est la chaîne italienne, on n'avait que la télé tunisienne et la RAI. Donc on parlait forcément, on comprenait l'italien et on parlait même italien, etc. Et puis, même jusqu'à nos jours, par exemple, moi, quand je dois parler devant mes filles et qu'elles ne doivent pas comprendre, avec ma femme, on parle en italien.
Là, ça commence un peu à rater parce que la grande commence à comprendre. Mais c'est vraiment aussi, dans la BD, c'est parce qu'en fait, il y avait une discussion que les grands ne voulaient pas que l'enfant comprenne, donc ils parlaient en italien. C'était la langue secrète. Pas de bol, généralement, les enfants, ils comprenaient l'italien. Donc l'italien, en fait, c'est un héritage qu'on a eu aussi de la LAI et aussi des Italiens qui vivaient à Tunis. Moi, je vivais dans un coin qui s'appelait la Petite Sicile. C'est pas celle de la Goulette, parce qu'il y a la Petite Sicile de la Goulette, c'est la Petite Sicile de Tunis, où il y avait beaucoup d'Italiens, de Maltais, etc. Donc c'était ça, en fait, on vivait ça, c'était notre quotidien. Donc on parlait italien, on comprend très très bien l'italien. Là, maintenant, parler en italien, si on me pose la question, c'est beaucoup moins qu'avant parce que la pratique se perd, mais voilà, c'est ça, en fait, notre rapport à l'italien. Donc c'était pour moi émouvant de découvrir qu'il y avait de l'italien dans la bande dessinée. Et après, comme à chaque fois qu'on traduit une bande dessinée, justement, dans la région, il y a vraiment cette richesse de langues qui se mélangent. Donc du coup, je pense que c'est très important de refléter ça justement en traduction, de laisser les langues parler dans la bande dessinée. Donc quand on traduit vers le français, les langues différentes qui existent ensemble, on les laisse. Après, toujours, on choisit de faire des notes de bas de page avec la traduction, mais c'était essentiel de laisser ça, de ne pas traduire en français ça. Puis le choix de la langue, alors moi j'avoue que j'avais eu le premier scénario m'était arrivé, c'était en français, le scénario mais pas juste le texte. Puis après, bon, c'est eux qui peuvent raconter mieux, il y a eu une tentative de... Bon, pour la question du choix de la langue. Donc on a choisi la langue arabe déjà pour avoir un peu plus d'étendue et de visibilité. On a remarqué qu'avec les anciennes œuvres, on avait du mal les gens avaient du mal, donc surtout dans les festivals, au Cairo Comics, au Mahmoud Kahi, les membres du jury avaient beaucoup de mal à comprendre le dialecte tunisien. Donc déjà pour avoir un périmètre plus large, on a choisi l'arabe, et aussi pour la traduction, donc pour faciliter la tâche à Marianne qui a fait un super boulot d'ailleurs. Donc on a choisi d'écrire ça en arabe. Voilà. Littéraire, bien sûr. Je voulais juste peut-être parler du rôle de Internet dans l'essor de cette BD qu'on peut voir maintenant dans des... et puis pour les collectifs qui publient aussi, il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui font leur propre blog, qui publient des petites BD, etc. Est-ce que c'est aussi un moyen de se faire connaître, de se faire diffuser, et puis de contourner aussi une forme de censure, parfois pour certains pays, je ne sais pas, par exemple en Irak, en Syrie, n'en parlons pas, mais et je ne sais pas si quelqu'un... Donc pour la version arabe du livre, d'ailleurs, on l'a publié nous-mêmes. Donc on a préparé un formulaire sur Google Forms et on a diffusé ça dans notre réseau. Les gens n'ont qu'à remplir le formulaire, voilà, et ils auront le livre livré sous 24 heures, max 48 heures. C'est la Tunisie. Voilà, je parle de la version arabe. Donc c'est une méthode de distribution qui réussit plutôt bien. Donc les gens ont apprécié ça parce que les jeunes surtout ont beaucoup plus de mal, de plus en plus de mal à se déplacer vers des librairies. Déjà il n'y en a pas beaucoup sur Tunis. Donc ils ont trouvé la livraison à domicile beaucoup plus commode. Voilà, donc c'est comme ça. Pour la partie, pour la version française. Oui, après, probablement je l'espère laisser plus de côté censure et tout, je ne sais pas, vous avez une expérience aussi avec Souvia.com et tout, mais la chose c'est que justement, une des gros problématiques de toute la région, c'est vraiment la diffusion du livre, la circulation du livre, le fait que le livre, une fois qu'il est publié, soit déjà en librairie.
s'il laisse dans la librairie, les grandes librairies des capitales et tout, après pour qu'il arrive ailleurs dans le territoire national, et au niveau transnational, c'est vraiment très compliqué. De plus en plus, le livre circule moins aussi, vraiment. C'est très difficile. En fait, on utilise beaucoup les valises, les personnes qui voyagent et qui peuvent ramener des livres entre le nord et le sud de la Méditerranée, entre sud, des valises aussi. C'est vraiment. Donc, du coup, le net, je pense que vraiment permet à que vraiment le travail soit visible, existe. Puisse exister au-delà de toute frontière de soit suivi aussi par des femmes, des gens oui, absolument, c'est que des interactions se mettent en place. Tous les collectifs ont beaucoup aussi interagi, les membres fondateurs ont beaucoup interagi entre eux. J'ai été à Casablanca en 2013, ils ont fait un atelier, et puis après c'est Skef qui est le magazine Casablanca qui est né. Donc l'expérience a beaucoup été mutualisée aussi via Internet. Le cas de la Syrie, par exemple, il y avait un collectif qui s'appelle les Comics for Syria, que je pense que maintenant je ne sont plus très... mais qui ont vraiment pu parler de la situation en Syrie à travers dessiner toujours des récits courts et tout cela, mais uniquement par le net, parce que c'était impossible de faire autrement. C'est vrai. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, maintenant, presque on se connaît tous. C'est-à-dire... à travers le monde des auteurs. Oui, déjà à travers Internet, on est tous pratiquement interconnectés. Bon, le seul bémol, c'est toujours, si on va produire sur Internet, après sur le plan financier, ça va pas le faire au bout d'un certain moment. Et ça commence à s'essouffler aussi quelque part, parce qu'au fait, les gens n'arrivent pas à sortir leurs livres, ou alors ils n'arrivent pas à le distribuer, ou alors c'est toujours les mêmes thématiques. Si on pose la question, c'est par exemple à Tunis, oui, ok, on peut sortir un livre, mais il y a un problème de distribution. Le taux de réduction chez les libraires est énorme par rapport au pouvoir d'achat du lecteur, parce que si on va mettre un prix fort pour pouvoir se payer le libraire, payer l'impression, derrière le lecteur ne va pas y arriver, quoi. Et donc il y a beaucoup de problèmes dans ce sens, mais on essaie d'y remédier, à contourner ces choses-là, et ça nous fait très franchement perdre beaucoup de temps sur le temps qu'on passe à contourner les problèmes, même administratifs, même pour l'export par exemple. Moi le Soubi est devenue exportatrice, mais même avec ça, pour envoyer à l'export un livre, c'est un calvaire. Il faut avoir la banque, faire une demande, la banque va voir la banque centrale pour émettre un papier, et ce papier le prendre. Donc ça devient une usine à gaz. Du coup je ne suis plus auteur, je deviens, je sais pas, un gestionnaire. Et c'est difficile, franchement, c'est difficile à gérer. Mais bon, on essaie de faire ce qu'on peut, mais Internet vraiment c'est un très très bon tremplin dans un premier temps, mais ça n'est jamais le médium à utiliser, parce que ça restera toujours des formats courts, etc. On ne peut pas faire un 222 pages. Voilà, pour l'exposition, pour l'exposition, la visibilité, pour les contacts, pour communiquer. Voilà, pour communiquer, c'est génial, mais après pour la production, toute chose a ses limites. Et si je peux rajouter une chose, en fait, une révolte tunisienne, qui est la traduction, parce que le titre original arabe est Ch'daïa 1984, je ne sais pas le dire en arabe, c'est pas le titre original. Mais... Merci. C'est mieux dit. Donc du coup, on a quand même testé un format dans lequel quand même je crois beaucoup, et c'est celui de la coédition. Donc du coup, on a publié le livre en France, en traduction en français, et I'm in a Safe, avec Soubia, ils ont publié le livre en version arabe. Donc du coup, cela aide à la diffusion, au fait que le livre puisse exister dans les deux pays. Pour moi, c'est super important aussi que le livre n'existe pas qu'en France ou seulement en France, mais existe aussi dans le pays où il va enrichir la littérature tunisienne, où quand même, en fait aussi, c'est aussi le premier graphique novel, vraiment long format et tout en Tunisie. Donc, ça serait vraiment dommage qu'il n'existe qu'en France. Et
Et donc il y a ça, mais aussi il y a une question très pratique, et donc du coup le livre est accessible là-bas à des coûts locaux. Le livre arabe coûte 4 fois moins que le livre français, parce que le livre français, quand il arrive en librairie en Tunisie, il ne coûte pas seulement le prix français, mais le prix est même augmenté, parce qu'il y a les taux les distributeurs qui se rajoutent et tout ça. C'est ça. Et du coup, la coédition, je pense que c'est vraiment une stratégie importante à développer. En plus, l'impression de BD avec la couleur et tout ça, c'est voilà. Et puis il n'y a pas de subvention, donc c'est compliqué. Il y a quelques subventions, pas sur ce livre, mais en général dans les pays arabes, des subventions d'État pour promouvoir les jeunes auteurs, faire des ateliers. Il y en a très peu, j'imagine. Il y a par exemple, le papier, voilà, la subvention du papier, ça existe. C'est-à-dire on peut reprendre le prix du papier qu'on a. Mais il faut faire le process. Tu dis, je laisse tomber ce que je vais dépenser en disant que c'est par la suite. En fait, je pense que dans le monde arabe, ce qui existe, c'est aussi des fondations qui donnent des bourses d'écriture aux auteurs. Résidence d'artistes. Oui. Après, par contre, il n'y a pas vraiment d'éditeur qui publie de la bande dessinée. Et l'éditeur, quand même, à la base, est aussi la figure qui est là pour produire les auteurs, pour payer des avaloirs, des droits d'auteur, ne parlons pas de l'état de droits d'auteur aussi dans la région. Et c'est ça, donc du coup, s'il n'y a pas un éditeur derrière qui dit à l'auteur, bon, je te paye pour le travail que tu fais, justement, ils ont fait un travail colossal, ils ont mis des années, seul après, ils m'ont dit, on a fait la PD, elle est là, elle est prête, super. Je suis très contente, mais... Et pour ce livre, on a bénéficié d'une subvention de l'Institut français qui a mis en place un programme extrêmement intéressant quand même, qui s'appelle Livre de Loïc, justement pour soutenir les coéditions et aider les éditeurs du Maghreb à payer les traducteurs, à payer les auteurs en avaloir. Donc, c'est ça. Moi, je vais peut-être ouvrir la question aux gens qui sont dans la salle, qui ont peut-être des questions à me poser. Et puis après, je les inviterai tous à aller voir cette BD au fond, s'ils veulent aussi l'acheter ou se la faire dédicacer par de très beaux dessins et de la signature des auteurs. Voilà. Bonsoir. Déjà, bravo pour le travail que vous avez fait. J'ai adoré la BD. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez psy. Enfin, vous avez un parcours psy, maintenant vous faites de la BD. Justement, j'avais une question sur vos parcours en fait. Comment vous en êtes arrivé à faire la BD, d'où vient cette passion pour vous deux en fait. Voilà. Moi, je viens du monde de la finance et des startups en particulier, donc rien à voir. Donc à la base, je suis cinéphile. Donc, et vu que je peux pas, j'ai pas les moyens de produire un film, donc j'ai commencé à écrire des scénarios de BD. Voilà, c'était l'histoire de mon background. Donc j'ai commencé c'est pas mes lectures de bande dessinée à la base, mais j'ai appris à les aimer, surtout avec Sek. Donc, et on a fait le cinéma du pauvre, comme on dit, avec nos BD. Donc, mais à la base, c'est une passion pour le scénario, l'écriture du scénario. Voilà. Mais pour moi, la psycho, en fait, c'est un accident de parcours. J'ai tout fait, au fait, pour passer aux Beaux-Arts. En Tunisie, dans les années 90, passer aux Beaux-Arts, le mieux, c'est de passer en mode lettres, c'est-à-dire aller faire un bac lettres. Donc j'étais, comme dit, le canard boiteux de la famille, parce qu'on a tous, on n'a que des médecins, etc. Donc j'ai choisi les littératures pour faire Beaux-Arts. Mais au bac, c'était un bac, il y avait beaucoup de problèmes, etc. Je n'ai pas eu le score, parce qu'il y a un score entre philo et arabe, et il me manquait un 0,25 et cette année-là, j'ai pas pu avoir les Beaux-Arts.
Donc je suis passé psycho parce que c'est le 4e choix. Au départ, je ne voulais vraiment pas faire psycho, mais au final, j'ai découvert les gens qui faisaient Beaux-Arts. Et j'ai pas aimé vraiment leur culture, leur façon de voir, etc. Ils sont très dans des moules, etc. Ils aiment tous des musiques scandinaves d'un village au Suède, et tous ils ont la même coupe de cheveux, salopette, etc. Tout, c'est vrai, c'était vraiment moule, etc. Et j'ai adoré au fait la psycho, j'ai adoré les cours de psycho, etc. Je commençais à lire et tout ça, donc je me suis dit, au final, je vais terminer ma psycho pour donner au final le diplôme à maman, parce qu'elle voulait absolument que j'ai le diplôme, donc j'ai dit, vas-y, bon, c'est pour toi ça. Et moi, j'ai fait autre chose, je l'ai fait après, puis j'ai fait vraiment ma propre formation, mais la BD, par contre, j'adore depuis mon jeune âge, parce que j'avais beaucoup de BD. Bon, c'était plutôt des BD de propagande d'artistes, parce que l'Irak nous inondait de BD, et c'était toujours... C'est la bande dessinée jeunesse, hein, dans les années 50, ça a eu un essor dans les années 50-60, mais après ça a été subventionné par les différents États, et il n'y avait que ça, hein, la bande dessinée jeune, après la bande dessinée adulte, il fallait attendre plus longtemps. Mais il y avait beaucoup de magazines, il y avait Majalati, Mezma, tout ça. Il y avait tous les livres de Dan Arabi de l'Irak que je suis en train de racheter parce que j'avais toute la collection. Je suis en train de les racheter pour mes filles en leur disant en fait, quand même gaffe, ça c'est pas vraiment c'est pas vraiment la et puis il y avait Plif aussi, il y avait tous les... je baignais dans la gauche, malheureusement, ou heureusement aussi. C'est vrai qu'on avait beaucoup de politique dans notre BD. Mais bon, moi j'aimais la BD en dehors de toutes ces considérations. Vraiment, je lisais la BD comme un enfant et j'adorais le dessin et j'adorais surtout raconter des histoires. Donc c'est pour ça que moi et Ayman on s'est mis à faire de la BD malgré que lui il est dans les finances et moi je suis dans les... Mais au fait c'est comme ça. On aime vraiment ce qu'on fait. Une autre question. Merci pour vos interventions, c'était passionnant. Juste une question par rapport à... Donc on a compris que c'était par rapport à, pour l'un le cinéma, pour Saif donc plutôt la bande dessinée pour enfants. Mais est-ce qu'il y a eu à un moment donné aussi un déclic par rapport à des... peut-être pas des influences, mais en tout cas des passions pour bande dessinée adulte particulière avec des auteurs qui vous auraient marqué et vous vous êtes dit tiens ça c'est intéressant, on peut faire ça. Voilà, donc c'est une question un peu plutôt sur le passage à la bande dessinée adulte, enfin au roman graphique adulte, peut-être par des intermédiaires. Non, pas des intermédiaires, mais je pense qu'au fait, on a raté la période de faire des BD pour adolescents. On ne nous a pas laissé nous exprimer durant une certaine période, etc. Donc on est passé directement à la BD pour adultes pour exprimer justement l'enfant qui a grandi, qui a eu toutes les frustrations d'expression durant des années. Parce que c'était pas que sous Ben Ali, même sous Bourguiba, c'était à peu près la même chose. Ça s'est juste endurci. Donc c'est une urgence en fait. C'est une urgence d'expression que de passer à la bande dessinée adulte. Et je pense que c'est le cas pour tous les auteurs de BD que j'ai rencontrés, qu'ils soient du Liban ou de l'Égypte. Tout le monde a quelque chose à dire et quelque chose à raconter. Une vision d'enfant qu'il a occulté, des inhibitions qu'on a endurées à notre insu. Donc on voulait vraiment raconter ces histoires-là, ce qu'on a vu, ce qu'on a... du moins pour nous cette bande dessinée, c'est une version, voilà, c'est une version de catharsis quelque part, de parler de cette période-là, de l'actualiser aussi par rapport à ce qu'on a vécu après, etc. Donc je pense que c'est plus ça qui nous a... Après, on a découvert certainement le format de roman graphique, mais je pense que même si on ne l'a pas découvert, on l'aurait créé. Donc ce qu'on a vu, on a vu beaucoup d'auteurs, hein. Il y en a beaucoup. Il y a Manu Larsonnet quand il est passé à Blast, il y a JP, il y a Matot, il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent aussi dans notamment dans parce que c'est aussi l'auteur de... Voilà. González. Oui, González, Jorge González, etc. Il y a beaucoup les lignes et aussi le père et le fils qui sont argentins. Donc on a découvert aussi cet art-là, mais voilà, on ne l'aurait pas découvert, franchement, on l'aurait créé. Parce qu'il y avait vraiment cette urgence. Si je
aussi deux questions. La première, c'est comment la BD elle est reçue en Tunisie. Est-ce que vous avez déjà présenté votre roman graphique là-bas? Et une deuxième question annexe, c'est par rapport à la position en fait de vous en tant que dessinateur et scénariste de BD. Comment c'est perçu aujourd'hui en Tunisie? Parce que tout à l'heure vous disiez que bon, la BD, on ne prenait pas ça trop au sérieux. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça aujourd'hui? Franchement, je crois pas. Donc, pour la version arabe, on a fait un petit tirage. Ben, on a presque écoulé le tirage, donc ça c'est cool. Après, s'il y a eu un changement, on n'a jamais été. Peut-être qu'on a été invité par un radio. Il n'y a pas de poste qui parlait de donc la presse. Déjà, il n'y a pas de presse spécialisée. Et même la presse généraliste n'a pas communiqué, donc on n'a pas traité la bande dessinée, donc je crois que il n'y a rien qui a changé. La presse, il y en a quelques organismes de presse qui ont rapporté l'existence c'était plutôt presque de dépêche. Voilà, c'était plus le communiqué de presse, mais il n'y a pas eu de débat autour, il n'y a pas eu de critique. Voilà, de critique réellement. Les seuls retours qu'on a, c'est les retours des gens qui ont lu la BD. Et, je ne sais pas, majoritairement les gens ils ont aimé. Mais on n'a pas de trucs spécialisés. Même la radio qui nous a passé, c'était vraiment très speed, genre il y a une BD qui est sortie. Même les questions, c'était pas pertinent. Il n'a même pas lu, je suis certain, la BD, parce qu'il a posé des questions genre. Et le titre, c'était Une révolte tunisienne, le nouveau dessin animé, c'est ça? Oui, c'était carrément un dessin animé. Donc ils étaient à côté de la plage. À la limite, on veut même plus que les gens nous posent des questions. Le journaliste, parce que moi, une fois, on m'avait invité à un truc télé, à une émission télé. Au final, j'arrive, on me laisse porter 1h moins quart. Après, la journaliste me pose la question: qu'est-ce que vous faites? Je vends du vin. C'était n'importe quoi, genre vous ramenez n'importe qui, vous ne savez même pas ce que je fais, etc. Et donc c'est ça, en fait, c'est un peu cette nonchalance en fait, par rapport à cet art aussi qui est. Oui, c'est aussi une difficulté que reportent beaucoup d'autres auteurs dans le monde arabe. Il n'y a pas encore un lectorat très important pour la bande dessinée, et puis peut-être aussi le problème des éditions, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs spécialisés, il n'existe pas beaucoup. Et voilà, en un moment, le Liban était un petit Eldorado, on va dire, pour l'édition arabe en général, et aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, mais peut-être d'autres questions aussi encore. Oui. Une question sur l'édition. Est-ce que Elisade, par exemple, qui est un éditeur tunisien qui a pignon sur rue international, si je puis dire, est-ce qu'il s'intéresse à la BD en Tunisie? Puis une autre question sur les langues. Est-ce que pour Alif Bata, l'édition bilingue français-arabe, c'est une possibilité ou pas du tout? Je pense notamment à votre consoeur marseillaise Le Port à Joigny qui édite français et arabe. Est-ce que c'est une perspective pour vous ou pas? Alors, la question des langues Alif Bata, et la première c'était Elisade. La première c'est Elisade. Est-ce qu'un grand éditeur comme Elisade a des volontés d'éditer de la BD? Une petite collection, enfin ma connaissance, c'est tout ce que je sais, mais je vais rectifier encore. Ils ont une petite collection de poésie ou de contes bilingues, mais c'est uniquement ça pour tout ce qui est bilingue, mais encore à vérifier. Mais je ne vois pas de BD chez Elisade vient de publier un recueil de Nadia Riari, Who is from Tunis. Mais donc du coup c'est plus du dessin de presse, de la caricature. Et donc elle a justement publié 10 ans, je pense que c'était à l'occasion des 10 ans de la Révolution. Donc ils ont publié ça, mais je sais qu'ils ne veulent pas, ils ne souhaitent pas forcément développer une collection en bande dessinée. J'en parlais aujourd'hui, j'étais à la librairie du monde arabe, on parlait justement de ça. Et après, sinon, pour ce qui concerne le multilinguisme, alors avec Alif Bata, on a publié 2 livres qui sont multilingues. Donc il y a le catalogue qui accompagnait l'exposition à Angoulême,
Là, bien évidemment, il y a les planches originales qui sont traduites en français et en arabe, et tout l'apparat textuel introductif qui est vraiment un peu une somme de ce qui existe en théorie de la bande dessinée dans la région. C'est bilingue, anglais et français. Après, on a publié un livre qui est très expérimental, c'était notre deuxième publication, c'était Ça restera entre nous, Khalf al-Bab. C'était du coup une édition coéditée avec Samanda, le collectif Samanda. C'était justement l'année après, l'année où j'ai publié Les Namers Hajj. Au même moment où le livre est sorti, ils ont eu le verdict de ce fameux procès qui a duré 5 ans et pour lequel ils ont été condamnés à incitation de la discorde confessionnelle et à 3 autres choses. Ils ont eu 20 000 € d'amende et pour réagir, et pour réagir à ça, Léna m'a dit l'année prochaine j'aimerais bien prendre la direction artistique du numéro donc, 2016 de la revue et inviter les auteurs à travailler sur la sexualité. Et ça, c'était sa façon pour justement réagir à cette tentative de censure et de mise en silence. Et du coup, elle m'a proposé de coéditer, d'imprimer ici donc le livre. La responsabilité éditoriale finalement était celle de Alif Bata. Et là, on a vraiment conçu un livre trilingue aussi. Du coup, on a invité 27 auteurs. Les auteurs se sont exprimés dans la langue qu'ils voulaient. Il y a du français, de l'anglais, de l'arabe. On a donc testé, et ça c'est une caractéristique de Samanda, testé des formes de traduction, parce que ce n'est pas évident de faire du multilingue en bande dessinée. C'est pas vraiment facile. Et du coup, on avait tout traduit, les histoires à la fin de chaque récit visuel, c'est des BD courtes. Et en plus, on avait vraiment voulu jouer, et là on rejoint un peu le travail de Mathilde Chèvre du Port-Rajeuni, vraiment cette envie de casser la hiérarchie aussi des langues. Donc du coup, pourquoi le sens de l'alphabet latin devrait être privilégié par rapport au sens de lecture droite à gauche. Et du coup, on a conçu un livre, on a mis mathématicien Maïlia le concevoir, un livre qu'on tourne et qui est conçu en miroir vertical. Donc du coup, le livre, on l'ouvre, ça restait entre nous, le lecteur latinophone l'ouvre de gauche à droite, et puis on tourne déjà la couverture, et c'est Khalf al-Bab, et le lecteur arabophone le lit de droite à gauche. Et puis le lecteur est amené à tourner le livre plusieurs fois pour avancer dans la lecture. Et je sais que quand un livre qui est très difficile à vendre, je me souviens de mon diffuseur m'avait écrit un mail en me disant il y a un libraire qui dit qu'il y a une faute d'impression, et il y a une erreur d'impression, parce que justement tu peux prendre, si tu l'ouvres comme ça, Lazare peut t'amener sur une page qui est à l'envers, mais c'était un peu en jeu pour justement avoir envie de déstabiliser le lecteur. Mais sinon, en général, le multilinguisme en bande dessinée, c'est très compliqué parce que sinon on engorge les pages, on les sature si le texte, ça dépend. S'il y a très peu de texte, on pourrait imaginer dans une bande dessinée un peu plus classique où il y a des bulles, ça devient vraiment très, très compliqué. Il faudrait inverser les cases en plus. Après, le problème se pose aussi en manga, de droite à gauche. En fait, je pense que la seule solution serait de faire un livre en miroir où tu as la version arabe et la version française dans le même livre, par exemple. Parce que justement, il faut inverser pour avoir le récit visuel, la lecture visuelle aussi de l'image qui change, c'est parce que le sens du texte. Mais du coup, tu serais face à des coûts d'impression immenses pour un lecteur qui n'est pas forcément intéressé à voir aussi les deux langues. Oui, moi j'avais une petite question justement, vous avez beaucoup parlé des lecteurs, et comme, si j'ai bien compris, ça reste BD pour adultes en Tunisie, ça reste encore quelque chose d'assez confidentiel, il n'y a pas de tribune médiatique, enfin j'imagine qu'il faut déjà s'intéresser au sujet pour acheter. Alors j'aurais voulu savoir qui sont justement les lecteurs, est-ce que ce sont, je ne sais pas, des étudiants, des intellectuels, est-ce que le prix des livres là-bas permet un peu à tout le monde de les acheter, enfin qui justement va acheter ces BD? Qui sont les lecteurs en Tunisie? Ça, en Tunisie, il y a un autre problème qui est relatif justement à ce genre de livre. En fait, c'est on n'a pas de chiffres. Et donc, il n'y a pas de syndicat national des livres. Mais il n'y a pas de chiffres. Mais il n'y a pas de chiffres. Chacun ses chiffres. Donc on ne sait pas vraiment. C'est pas les chiffres de vente de vos livres.
Justement, donc on est non, pour notre livre on connaît, parce qu'on n'est pas passé par les libraires, donc on connaît exactement le... Vous êtes aussi auteur-éditeur. Non, c'est pas que auteur et éditeur, parce qu'en fait, dès le départ, on a fixé un prix qu'on ne voulait pas dépasser pour payer l'édition et l'auteur et l'imprimeur, et on ne pouvait pas aller au-dessus de ça, parce que sinon ça serait vraiment hyper cher. Et quand on a essayé d'approcher les libraires, ils demandaient donc cette réduction-là, qui faisait qu'au final, s'ils prennent cette réduction-là, on sera tous morts. Donc on a hacké le système, voilà. On est passé outre et on a créé notre propre réseau au fait de distribution qui est génial, parce qu'au fait aussi on peut distribuer n'importe où en Tunisie en 48 heures. Ouais. Donc ça nous permettait aussi d'avoir une certaine profondeur, même parce qu'au fait, en Tunisie, les gens du Sud, par exemple, ils n'ont pas accès à ça, sauf s'ils ont quelqu'un qui va leur acheter ça sur Tunisie, envoyé par je ne sais pas quoi, ou alors ils se déplacent eux-mêmes. Et donc on a pris ce choix pour deux raisons. Une, la distribution sur toute la Tunisie, et puis parce qu'on ne pouvait pas payer ce genre de réduction, de commission, voilà, parce qu'ils appellent ça la réduction pour le libraire. Voilà. Donc, ça passe mieux. Hein? Ça passe mieux. Oui, ça passe mieux, voilà, justement. Donc voilà, il fallait qu'on fasse ça. On n'avait pas le choix. De toute façon, on ne nous laisse pas le choix, et nous, on n'est plus dans le soft par rapport aux réactions. Maintenant, tu me bloques, je transgresse. Voilà, c'est aussi simple. Mais alors, ce qui sont les lecteurs, pour revenir, c'est des gens que vous... Les lecteurs, en fait, c'est des gens qui nous sont on a commencé par notre propre réseau. Donc on a fait la première diffusion, la première communication sur nos réseaux respectifs. Donc on estime qu'on a une base fan assez intéressante. Et après, on a bénéficié d'une certaine viralité, puisque c'est nouveau en Tunisie. Donc chaque lecteur, dès qu'il reçoit son livre, il fait une photo avec le livre. J'adore l'expérience, en 24 heures j'ai eu mon livre, c'est cool. Et c'est son réseau qui demande d'où est-ce que tu as reçu le livre, et il balance le lien. Et ça a créé une certaine viralité qui était franchement très bénéfique pour nous. Voilà. Il y a eu quand même, je viens de me rappeler, il y a eu quand même un journaliste qui a parlé aussi, qui a au bout d'un certain temps, qui a parlé aussi de la BD, mais il n'y avait que lui, franchement, je pense. Mais sinon, c'est vrai que ce format-là, il est génial justement pour le lecteur et pour nous, c'est-à-dire l'accessibilité vraiment, elle est vraiment bonne. Donc les gens, au départ, c'est des gens qui nous connaissent, et la livraison gratuite en plus, qui nous suivent, etc. Et après, maintenant, on n'a pas encore, on va voir les datas, voilà, ça c'est génial. On va voir les données pour savoir justement quel type de lecteur, etc. Femmes, hommes, quelle tranche d'âge, etc. Enfin, principalement, c'est des 30-40 ans. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a une autre dernière question? On prend là. Bonsoir. Merci en fait pour cette présentation. Moi je n'ai pas encore lu le BD, mais ça m'a beaucoup enchantée. Par contre j'ai beaucoup lu sur le BD et c'est un épisode historique qui me parle aussi. Moi j'ai vécu, j'étais enfant aussi, j'ai vécu dans le sud, donc du coup la révolte de pain, je l'ai vécu dans le sud. Mais en fait ma question c'est par rapport justement à la réception de cet énorme travail dans la société tunisienne aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé en fait à travers l'histoire, la révolution. Comment en fait votre travail a été reçu par la société civile, surtout que en fait si je ne me trompe pas, le FTDS et la Ligue de droits de l'homme ont le FTDS, en fait, le Forum tunisien de droit, ils ont fait un rapport qui était aussi bien documenté sur les événements du pain. Je ne sais pas, est-ce que vous étiez invité? Est-ce que vous avez eu de... Enfin, voilà, donc... Non, on a des lecteurs... Malheureusement, nos lecteurs majoritairement ont adoré
adoré, mais on a eu beaucoup de feedback positif. On a adoré la bande dessinée, franchement. Mais sur le plan organisation et institution, donc il n'y a pas eu de vraie réception. Donc il n'y a pas eu de réaction ou de critique. On n'a pas à notre connaissance, il n'y a pas. Par contre, la BD, ça commence au sud, juste pour dire. Ça commence à 12. Où tout a commencé, au fait. Parce que les gens ne se rappellent que de. Enfin, sur Tunis, les Tunisois, ils se rappellent que de l'épisode de Tunis, mais en fait, tout le monde doit savoir que ça a commencé au sud, au fait, à 12 spécifiquement. Eh bien, oui, bien sûr. Je peux juste rajouter une chose, juste parce que je trouve que vous l'avez. Je voulais ajouter une chose, c'est que je suis justement toute la réception des BD en Tunisie, via leur Facebook et tout, et en fait, il y a plein de posts où les gens, les lecteurs, les remercient pour le livre, pour cette histoire qu'ils ne connaissaient pas, ils les remercient pour le fait qu'ils sont en train de faire un travail de mémoire et de transmission, parce que justement, les gens ne connaissent pas forcément, ne se rappellent pas, et les jeunes ne savent pas ces épisodes de l'histoire. Donc, ça, c'est important parce que vous avez vraiment beaucoup de likes. Non, non, mais c'est des famille. La podcast sur la rail, on a adoré. Ouais, ça c'est génial. Donc on a eu. Il y a eu vraiment une critique comme ça sur la rail, la radio italienne, mais aussi il y a eu des moments d'émotion. J'étais époustouflé. Il y avait une amie qui n'était pas aussi vieille que moi, donc elle n'a pas assisté à ça. Elle m'a dit tout ça s'est passé durant cette période, etc. Elle commençait à pleurer. J'étais genre sidéré. Donc il y a eu quelques réactions comme ça. Il y a eu des amis qui ont dit c'est génial. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'on a appris beaucoup sur la. C'est pas notre prétention. On n'est pas des historiens. Il y a eu beaucoup de gens qui commencent à quelque part à piocher. Et pour nous ça c'est tout bénéf. C'est-à-dire si les gens commencent à piocher dans leur histoire, on a eu ce qu'il faut. C'est-à-dire c'est pas notre rôle d'être historien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a peut-être un dernier mot que vous voulez ajouter, non? Voilà. Sinon, j'invite. Vas-y, Simona, je t'en prie. Je suis ravie de les avoir publiés. Oui, je comprends. Et moi, je suis ravie d'avoir découvert cette BD. Eh bien, je comprends aussi. Elle est chouette. Merci pour ce beau travail. C'est vraiment une BD que je recommande à tous les lecteurs pour le sérieux de genre d'édition, parce qu'elle est vraiment joliment faite et bien pour le sérieux du travail. Elle est belle, les dessins sont magnifiques et il y a un vrai travail sur la mémoire, comme vous dites, sur l'histoire de la Tunisie et qui nous parle à tous. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à vous d'être venus.